Bonjour à vous et bienvenue dans ce 153e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de l'album L'été des charognes, adaptation d'un roman de Simon Johannin que nous devons à Sylvain Bordesoul et qui est publié chez Gallimard. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur 6 autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 153e épisode, il sera aussi question de la sortie de l'album Les jeux vidéo et nos enfants, que l'on doit à Cookie Calcaire et aux éditions Stenkiss. Nous reviendrons aussi sur la sortie de l'album La Petite Lumière, roman d'Antonio Moresco qu'adapte le talentueux Grégory Panachione, un album sorti chez Delcourt dans la collection Mirage. Nous parlerons de la sortie de L'Héritage Wagner, que l'on doit au scénario de Stefan Desberg, au dessin d'Emilio van der Zuyden, et c'est édité chez Grand Angle. Nous parlerons de la sortie de l'album La Fabrique des Français, que l'on doit au scénario conjoint de Françoise Davis et Karl Aderold, au dessin de Sébastien Vassan, et c'est édité chez Futuropolis. Nous reviendrons aussi sur la sortie de l'album La Vengeance de Zaroff, titre que l'on doit au scénario de Sylvain Runberg, au dessin de François Miville-Deschênes, et c'est édité chez Le Lombard dans la collection signée. Enfin, comme toujours, nous terminerons par une réédition, celle du succès de Jules Marot, Le bleu est une couleur chaude, un album édité chez Glénat. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram lebuller.podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. Arrivé en librairie il y a presque un mois, le 10 mai dernier pour être précis, nous avions envie de revenir sur le très bon premier album d'un jeune artiste dont on reparlera à coup sûr, Sylvain Bordesoul. Pour ce premier essai, lui qui est passé par le cinéma où il était storyboarder, signe un coup de maître en faisant sien le roman de Simon Johannin intitulé L'été des charognes. Titre qui fait se télescoper avec intelligence la violence et l'initiation à la vie sur fond de campagne profonde. C'est une plongée dans un univers à la fois dérangeant et en même temps tellement captivant qui vous attendent dans les 280 pages de ce beau bébé. En se plongeant dans cette histoire, la première chose qui interpelle, c'est le style graphique, avec ce dessin au feutre, ce style se rapprochant de l'impressionnisme où les touches de couleur donnent vie à tout un monde. Et ce monde en question, c'est un univers chaotique, où les enfants sont livrés à eux-mêmes, les adultes désœuvrés et la violence a toute sa place, comme le résume à elle seule la scène d'ouverture. Nous y voyons 2 adolescents dont l'un porte sur le dos le maillot de l'équipe de France avec le 10 de Zinedine Zidane, permettant de situer l'histoire dans sa chronologie, en train de massacrer un chien. Œil pour œil, dent pour dent, c'est parce que l'on a roulé volontairement sur son chat en voiture que Joe est bien décidé à massacrer le chien de la voisine dans une scène qui plante assurément le décor. Dans le village, Jonas, le blondinet, vit dans ce coin que l'on appelle la fourrière, que les mouches envahissent tellement que l'on est obligé de manger dehors et tartiner le beurre avec les larves à l'intérieur. On ne se lave pas pour garder l'eau pour les bêtes, et dans ce décor peu amène, le père a la main légère si les gamins font des conneries, et la mère a disparu momentanément du panorama familial. C'est ainsi que l'on grandit dans ce coin paumé d'une France qui semble avoir totalement oublié ce territoire, entre alcool, racisme ambiant et violence du quotidien, un quotidien dans lequel les enfants doivent faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. L'été passe ainsi avec des jeux improvisés, comme celui où l'on doit rester le plus longtemps possible au milieu des carcasses d'animaux morts en train de se décomposer, un jeu qui sent la mort et qui fait vomir.
Mais la grande force de Simon Johannin et Sylvain Bordesoul est justement de nous montrer ce panorama avec une certaine tendresse, comme si ce déterminisme social n'avait pas de prise sur l'enthousiasme de la jeunesse. Ainsi, les couleurs alternent-elles entre la chaleur d'une nature qui se veut accueillante et terrain de jeu pour les enfants, et le sombre des intérieurs ou du lycée qui accueille les gamins. Le récit entraîne le lecteur comme dans un tourbillon, on a très vite envie de savoir ce que sera le destin de cette famille dont les enfants vont pouvoir compter sur l'école pour s'ouvrir à d'autres horizons. C'est le temps alors des premiers amours, celui de la mixité, mais aussi des grosses bêtises que l'on va faire avec les camarades sans jamais aller trop loin pour ne pas finir en prison comme l'oncle Mo. Et toujours ce dessin et ces couleurs qui viennent souligner ce rude apprentissage de la vie, celui où la famille se réunit parfois lors d'événements heureux ou malheureux, des événements qui restent gravés dans la tête des gamins. Entre les lignes apparaît aussi la solidarité, cette solidarité qui permet à ces paysans pauvres de sortir la tête de l'eau, les enfants aident les adultes au quotidien et ainsi on survit au jour le jour. Vous aurez compris que cette bande dessinée dit beaucoup de cette France des périphéries, cette France des campagnes pauvres les plus reculées, cette enfance qui prend ici racine à la fin du siècle dernier pour se terminer 20 ans plus tard. L'été des charognes est un ouvrage à nul autre pareil, un album magistral et imposant, tant par son thème que par son aspect, un album qui impose aussi sur le devant de la scène ce nouveau venu dans le monde de la BD, Sylvain Bordesoul. Ce sont les éditions Gallimard qui se sont occupées de concevoir cet objet, un titre vraiment passionnant et saisissant que l'on vous recommande plus que chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention ces dernières semaines. Commençons ce tour d'horizon des sorties en librairie par un livre que l'on va recommander fortement aux parents qui ont des enfants, voire même un entourage accro à la pratique du jeu vidéo. Souvent source d'inquiétude pour des parents mal informés, la pratique du jeu vidéo entraîne dans son sillage de nombreuses idées reçues que s'est fait un plaisir de combattre l'auteur Cookie Calcaire dans un ouvrage aussi intelligent que passionnant sorti le 11 mai dernier. Les jeux vidéo et nos enfants est le titre de cet ouvrage où en 3 chapitres, plus un bonus à la manière du sujet traité dans cet album, il fait avec le lecteur le tour des peurs que peuvent ressentir les parents. N'hésitant d'ailleurs pas au passage à interpeller sur nos propres pratiques et nos propres addictions d'adultes, il nous suggère d'apparaître aux yeux de nos enfants comme des modèles si l'on veut être totalement crédible. Dans un premier chapitre, il pose la question du temps d'écran et des heures que peuvent passer nos bambins, manette à la main, un temps que l'on a du mal à appréhender si l'on n'est pas joueur soi-même. Ainsi, parmi les conseils intelligents qu'il distille dans ce chapitre, ne jamais éteindre une console en pleine partie et fixer une barrière temporelle à l'enfant en fonction du type de jeu auquel il s'adonne. Dans une deuxième partie, c'est l'épineuse question financière qu'il met sur la table, n'hésitant pas au passage à nous présenter les différents types de modèles économiques qui régissent le monde merveilleux des jeux vidéo ludiques. Ainsi, le lecteur attentif devient-il incollable sur la différence entre le free-to-play, l'abonnement, le Battle Pass ou encore le loot box, 4 moyens possibles de jouer sur console ou ordinateur en allant de la gratuité jusqu'à une somme forfaitaire. Enfin, il achève son recueil avec un autre sujet sensible, celui de la violence, qu'elle soit liée au contenu même du jeu vidéo ou qu'elle soit dépendante des rencontres que l'on peut faire durant des parties en ligne. Rappelant ce qu'est la classification PEGI et proposant ses conseils de joueurs avisés, Cookie Calcaire s'appuie sur le contenu des ateliers qu'il dispense depuis 2018 pour enrichir cette bande dessinée. Si le contenu est riche d'informations, le contenant n'est pas en reste non plus. On retrouve son dessin simple, à rien caricatural quand il faut mettre en scène les émotions et les réactions portées par un vert fluo qui donne du caractère à l'ouvrage. Pédagogique et prenant souvent le contre-pied des idées reçues, Cookie Calcaire s'attaque encore à un sujet de société comme il l'a déjà fait par le passé avec beaucoup de brio. Édité chez Stenkiss, Les jeux vidéo et nos enfants devraient être suivis l'an prochain d'un ouvrage similaire traitant des réseaux sociaux et des adolescents
autre source d'inquiétude que l'auteur saura à coup sûr déminer avec sa future bande dessinée. Mais quelle est donc cette étrange lumière qui scintille chaque nuit au milieu de la forêt, sur la colline en face de celle qu'a décidé d'habiter ce vieux monsieur retiré du monde ? Dans cet endroit où nul humain ne semble vivre, comment se fait-il qu'inlassablement, chaque soir à la même heure, la noirceur de la nuit s'en trouve troublée par cette lumière qui devient dès lors le point de départ de notre second coup de cœur ? Cet album s'appelle justement La Petite Lumière et nous le devons au très talentueux Grégory Panachione, lui qui adapte ici le roman très énigmatique d'Antonio Moresco. C'est dans un petit hameau que nous transporte ce nouveau venu, un hameau qu'habite un vieux monsieur dont on ne connaîtra jamais l'identité, et ce flou dans lequel le lecteur est maintenu n'est pas le fruit du hasard. Préférant contempler chaque soir la voûte céleste, plutôt que de faire partie du tumulte des hommes, il a ainsi décidé de se retirer du monde, ne descendant au village avec sa voiture rouge que pour faire ses courses ou se renseigner sur cette étrange lumière. Pas forcément à son aise au sein de la nature, il se méfie des guêpes, tourne les talons quand il voit un chien, et ne paraît pas avoir plus que cela la main verte, il trouve toutefois une sorte de plénitude à vivre dans cet environnement. Pourtant, cette fameuse lumière le turlupine, et il va alors se mettre en tête de percer ce mystère lumineux en se rendant sur les lieux dans la journée ou une fois le soir tombé. C'est ainsi qu'il va découvrir le drôle d'habitant qui peuple cette maison et sa dépendance au cœur de la forêt, un petit gamin qui vit seul et qui se débrouille pour toutes les tâches du quotidien. C'est alors compliqué de vous en raconter plus sur cette drôle d'histoire qui dose à la perfection le fantastique avec le poétique pour livrer au final un récit qui laisse la porte ouverte à de multiples interprétations. Déjà sur son album précédent, Grégory Panachione faisait communiquer deux générations dans un récit où le fantastique avait déjà toute sa place, un album qui s'intitule Quelqu'un à qui parler, que l'on avait présenté dans le 109e épisode de notre podcast. On y retrouve aussi son trait si particulier où les couleurs, comme les silhouettes, permettent de mélanger l'homme et la nature dans une symbiose riche de significations. Son trait délicat s'avère aussi fragile que cette petite lumière qui vient transpercer la nuit, une lumière qui guide le lecteur vers cet enfant, vers cette enfance que l'on découvre au fil des 248 pages de cette singulière histoire. Sorti aux éditions Delcourt dans la collection Mirage, La Petite Lumière fait partie de ces belles surprises qu'il est compliqué de classer, tant l'album déroute autant qu'il accroche par sa thématique et son très joli dessin. Troisième coup de cœur de cette sélection et troisième album aussi pour le duo Stéphane Desberg au scénario et Emilio van der Zuiden au dessin, qui revient sur la sombre période de la Seconde Guerre mondiale. Après Les Anges d'Auschwitz et Aimé pour deux, c'est l'après-guerre qui intéresse ici le duo avec les liens profonds qui ont uni le chancelier Hitler avec la famille Wagner dont le grand-père Richard Wagner fut le grand compositeur que l'on connaît encore. C'est du côté de Bayreuth que nous entraîne cet album, un titre qui s'ouvre sur la scène déchirante d'une jeune prisonnière juive, Anna, qui fuit en compagnie de quelques autres prisonniers et qui sera fauchée par une balle allemande à quelques mètres de la liberté. Scène suivante, le chancelier Hitler vient rendre visite à la famille Wagner du côté de Bayreuth et tout le clan est présent pour réserver un accueil des plus chaleureux à celui que l'on appelle Oncle Wolf. Si l'on ne comprend pas tout de suite le lien entre ces deux scènes, celui-ci se met en place lentement dans un album qui se construit aussi comme un opéra en plusieurs actes. Mais le fil rouge de ce récit est une certaine Anja, jeune chanteuse d'opéra au charme ravageur et au caractère bien affirmé, qui va faire une entrée remarquée dans la famille Wagner. En effet, alors qu'elle interprète Salomé dans une mise en scène qui choquera tout le monde et la verra être renvoyée, elle est invitée par Wieland Wagner du côté de Bayreuth pour reprendre le rôle d'Iseult dans sa future mise en scène de Tristan et Iseult. C'est ainsi que les deux se rencontrent et vont devenir amants puisque de son côté, Wieland, qui est celui qui s'occupe de l'aspect artistique du festival de Bayreuth, est marié avec une certaine Gertrude. Mais le poids des traditions pèse très lourd sur cette famille que la dénazification a laissé aux commandes du festival, une dénazification qui n'a pas empêché non plus Bodo Laferrens de jouer un rôle majeur dans ce même festival.
C'est donc l'après-guerre et le rôle que continueront de jouer les dignitaires du régime nazi qu'interroge ici le duo d'auteurs dans une histoire qui met en scène un personnage fort, englué dans une famille aux traditions bien ancrées. Avec un trait simple et un dessin classique, Emilio van der Zuyden arrive à nous faire plonger dans ce récit aux côtés d'un personnage attachant et complexe que l'on prend plaisir à suivre durant les 80 pages de cet album. De son côté, Jacques Manini propose une mise en couleur sobre sur les pages nous replongeant entre 39 et 45 et des couleurs douces sur le reste de l'ouvrage, comme pour marquer le décalage entre le sujet et son traitement. Album que l'on a pris plaisir à découvrir, L'héritage Wagner est un titre qui vient conclure une trilogie dont le thème commun est la période historique revisitée, une trilogie passionnante que proposent les éditions Grand Angle. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers semble nous montrer cette Marianne au bonnet phrygien qui a pour ouvrage le drapeau français et en toile de fond cette population dont il sera question dans ce coup de cœur suivant. L'album s'appelle La Fabrique des Français, il est signé par le scénario conjoint de Françoise Davis et Carla Derold, les deux auteurs de la série documentaire Histoire d'une nation, qui trouve maintenant un prolongement en bande dessinée. C'est le dessinateur Sébastien Vassan qui rejoint le duo ici pour nous offrir un album éclairé et éclairant sur la façon dont la population française s'est constituée autour du concept de la nation après la Révolution française. On plonge donc dans cet album en revenant sur cette France qui était multiple, cette France des régions dont chaque patois marque bien la différence avec l'autre. C'est en unifiant la population à travers des symboles comme la Marseillaise, mais aussi en rendant l'école obligatoire et la pratique de la langue française comme pivot de notre société que finira de s'ancrer en nous l'appartenance à une même nation. Pour autant, le trio d'auteurs tient aussi à nous rappeler que la France a une vieille tradition d'accueil des populations, qu'elles viennent de Belgique ou d'Italie. Le 19e siècle est marqué par des vagues migratoires qui viendront bien souvent enrichir la culture et plus généralement l'histoire de notre pays. Toute la force de cet ouvrage didactique repose d'ailleurs sur cette démonstration qui tente à montrer que loin d'être un danger, comme il est souvent mis en avant par certains partis politiques, l'immigration fut un véritable avantage et une vraie vitalité pour notre territoire. Ainsi, l'ouvrage est-il jalonné par les témoignages de certains des Français d'origines étrangères les plus fameux qui ont fait la richesse de la France, d'Yves Montand à Robert Badinter, en passant par Youri Djorkaeff ou Benjamin Stora. La grande force de ce titre est de rendre vraiment accessible cette autre histoire de France, cette histoire d'une population qui a su trouver avec le temps une unité, bien que rendue fragile ces dernières années, malgré les origines diverses qui la composent. Il faut dire que le dessin, souvent illustratif, de Sébastien Vassan rend vraiment l'ouvrage très plaisant et donne du caractère à cette bande dessinée dont on aurait envie que chaque Français puisse la lire. C'est notre histoire qui se raconte dans les 168 pages de cet album, sorti en librairie le 24 mai dernier, un titre à retrouver aux éditions Futuropolis, un ouvrage pour lequel nous avons eu un très gros coup de cœur. Personnage créé par Richard Connell et présent dans le roman Le jeu le plus dangereux, le comte Zaroff reprend du service près de 4 ans après ce qui était annoncé comme un one-shot. Ce nouveau venu en librairie porte comme titre La vengeance de Zaroff et pour ce deuxième opus des aventures de celui que l'on considère comme un fou sanguinaire, on garde la même équipe avec Sylvain Runberg au scénario, François Miville-Deschênes au dessin et le Lombard pour éditer l'album dans sa collection signée. Pour rappel, il y a 4 ans, Le Bulleur était un podcast qui était à son premier épisode, et dans celui-ci, nous mettions en avant Zaroff, un album qui nous avait impressionné au moment de sa sortie. Au centre de ce récit, un fou sanguinaire donc, adepte de la chasse extrême, caché sous les traits d'un parfait gentleman à la fine moustache et à l'habit impeccable, qu'importent les circonstances. Dans ce deuxième épisode des aventures du comte, il sera toujours question d'une chasse, mais une chasse en lien avec une seconde guerre mondiale qui fait rage sur le front russe. En attendant, c'est aux États-Unis qu'une équipe de policiers essaye de mettre la main sur Zaroff, pas forcément pour le mettre en prison d'ailleurs, mais pour passer un pacte dans lequel le comte, d'origine russe, donnerait un coup de main à l'armée américaine en échange d'une absolution pour tous ses crimes.
Après un petit carnage à la sauce Zaroff, le chasseur accepte de se laisser embarquer dans cette aventure qui va lui permettre de retrouver son pays d'origine, une femme qu'il a aimée, avec à la clé la possibilité aussi de retrouver sa mère qu'il pensait disparue. C'est sur cette trame narrative bien amenée et passionnante qu'une équipe de militaires américains, plus Zaroff, vont prendre l'avion direction l'URSS afin de pénétrer les lignes allemandes et récupérer une scientifique qui répond au nom de Ludmila Sergeyevna Dubrovskaya, celle-là même qui entretint une liaison avec Zaroff il y a longtemps. Dans le froid d'une Union soviétique recouverte par la neige et le chaos, la mission va s'avérer être un cauchemar pour les militaires et un régal pour un Zaroff qui retrouve alors le plaisir de la chasse sous l'œil gourmand du lecteur. C'est que non seulement Sylvain Runberg propose un scénario inédit et captivant, mais il offre au superbe dessin aux couleurs directes d'un François Miville-Deschênes qui sait flatter l'œil du lecteur averti. Son style réaliste fait comme sur le premier tome des Merveilles, en offrant des tonalités plus sombres, malgré la présence de la neige, et en proposant un découpage dynamique et un dessin détaillé qui nous immerge dans cette nouvelle aventure. Véritable réussite, La Vengeance de Zaroff est une histoire haletante qui tient en 90 pages, un album passionnant que l'on peut retrouver en librairie depuis le 19 mai dernier. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Voilà maintenant plus de 13 ans qu'est sorti en librairie Le Bleu est une couleur chaude, album qui a fait sensation au moment de son apparition et qui a raflé les prix littéraires comme cinématographiques. Ainsi, après avoir été récompensé du prix du public à Angoulême l'année de sa sortie, son adaptation sur grand écran, baptisée La vie d'Adèle, a de son côté remporté la Palme d'Or à Cannes en 2013, donnant à l'album une seconde vie au passage. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Jules Marot voit ainsi son ouvrage phare réédité une nouvelle fois, et c'est avec bonheur que l'on a redécouvert ce récit et que vous allez peut-être plonger dedans pour la première fois. C'est à Lille que se déroule cette histoire, ville où vit Clémentine, jeune lycéenne de seconde qui va faire une rencontre troublante qui lui fera ouvrir les yeux sur son orientation sexuelle. Mais avant de découvrir comment tout cela est arrivé, c'est en compagnie d'Emma que s'ouvre l'histoire, celle-là même qui va à tout jamais changer le destin de Clémentine quelques années auparavant. Si l'on est en compagnie d'Emma, c'est qu'entre-temps, Clémentine est décédée et qu'Emma est et restera à tout jamais le grand amour de Clémentine, un amour fort et profond que l'on va découvrir dans les 176 pages de cette nouvelle édition. Emma se trouve d'ailleurs chez les parents de celle qu'elle a aimée, des parents qui avaient rejeté quelques années auparavant leur propre fille en découvrant son homosexualité ou sa bisexualité, car Clémentine était aussi attirée par les garçons. Par un jeu d'aller et retour dans la chronologie que viennent souligner les couleurs, proposant un noir et blanc qui s'y amerveille au retour dans le passé, on découvre tout de cette relation entre les deux jeunes femmes. Seul le bleu du sweat de Thomas ou de la chevelure d'Emma au moment de leur rencontre vient troubler ce noir et blanc, le bleu, cette couleur chaude et hypnotique qui aura un fort impact chez Clémentine. Dans ce récit, le lecteur suit pas à pas la naissance du sentiment amoureux, la découverte de son attirance pour le même sexe, la passion dévorante de l'une pour l'autre, le désir charnel, la trahison et la rupture, le tout mis en dessin avec beaucoup de talent par un auteur qui sait faire émerger l'émotion des visages de ses personnages. Avec beaucoup de délicatesse, on est embarqué dans cette romance qui en profite pour prôner la tolérance, certes dans une société qui a bien évolué, mais dans laquelle il reste tout de même un gros travail à accomplir, à l'image des parents de Clémentine. Revenu en librairie 13 ans plus tard, toujours édité chez Glénat, on ne peut que vous conseiller la lecture de cet album, un titre qui, comme vous l'aurez compris, est un coup de cœur qui ne se dément pas avec le temps qui passe. C'est ainsi que se termine ce 153e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album L'été des charognes, roman de Simon Johannin qu'adapte Sylvain Bordesoul et que publient les éditions Gallimard. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram lebuller.podcast,
où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille, afin que le Buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines, le lundi 19 juin, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures.